in Beirut, at the Institute for the Study of Islamic Civilizations in London. Hassan Rashid, as you also know, is the author of numerous articles and books such as Les Sultans des Ordres, Rituels et politiques dans les Hautes Atlas, Afrique, Orient, bon, je vais dire les dates, et Comment rester nomade, et symboliser la nation, et c'est sur l'usage des identités collectives au Maroc. Et the last book I think he has published, maybe I'm wrong, but anyway, a very important work, a major work in the anthropology of Morocco, Les Proches et les Lointains, un siècle d'anthropologie au Maroc. And we are going to start with his plenary, which is entitled Islam, Idéologie et Connaissance commune. We welcome him. Bonjour, je ne vais pas le dire dans toutes les langues, mais vous pouvez traduire. Alors, je commence par remercier les organisatrices et les organisateurs, et notamment Leïla et Araceli. Je les félicite publiquement pour leur travail. Ça a duré, moi je les ai accompagnés pendant 8 mois maintenant, un peu plus. Et je les remercie pour me donner l'opportunité de visiter. Je connais assez bien l'Espagne, j'ai visité pas mal de villes, mais comme tous les touristes, on est trop attachés aux grandes villes, donc venir ici, venir à Bilbao, j'étais à Saint-Sébastien pour des raisons extra-académiques, donc je les remercie de découvrir d'abord des collègues, de découvrir cette partie de l'Espagne, que j'aimerais découvrir encore davantage. Donc merci beaucoup Leïla, merci beaucoup Araceli. Et donc j'ai 1 heure, mais que je dois partager avec l'auditoire, n'est-ce pas? Je vais prendre 35 minutes, 40 minutes, un peu plus. Très bien, voilà. Bien. Alors mon propos, c'est à commencer lorsque j'écoutais un peu les journalistes, les politologues, les politistes parler de l'islam. C'est pas l'islamisme. L'islam, ce n'est pas ce que les Occidentaux croient. Ce n'est pas ce que les terroristes croient. L'islam est une chose et l'islamisme en est une autre. Ben, j'ai dit très bien, c'est bon, c'est un bon point de départ. Mais mon intérêt en tant qu'anthropologue, c'est de voir comment on passe d'une religion qu'on appelle l'islam à une idéologie qu'on appelle l'islamisme. Donc on n'aurait pas réglé la chose en disant tout simplement il y a une différence. C'est bon, vous écoutez bien? C'est bon? Très bien. Alors, le fait de distinguer, c'est une bonne chose, mais encore faut-il connaître quelle est la différence entre une idéologie et une religion. L'anthropologie, traditionnellement, a beaucoup étudié les religions, les différentes formes de religion, mais sur l'idéologie, la tradition anthropologique est assez maigre, assez pauvre. D'abord, le concept est nouveau, et puis ce sont les historiens, les sociologues, les politologues qui se sont davantage chargés d'étudier les idéologies, et l'anthropologie est restée un peu à l'écart, parce qu'il étudiait les sociétés traditionnelles où les idéologies n'existent pas, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc je suis un peu entre deux traditions, une tradition qui est assez hard, assez complexe. La religion, c'est un peu le gagne-pain des anthropologues. Hein, sans la religion, sans les rituels, sans les symboles, il n'y aurait pratiquement pas d'objet. Et puis les idéologies qu'on découvre comme un nouveau système culturel. Donc je vais vous proposer de façon très schématique comment je vois un peu le processus d'idéologisation de la religion, mais également, je vais un peu voir le temps, également vous parler d'un processus que je trouve très intéressant et central, et là je retourne un peu à l'anthropologie, c'est-à-dire la routinisation des idéologies. Comment les idéologies deviennent familières, comment les idéologies deviennent partagées par une majorité de personnes. Comment l'idéologie infiltre
ce que j'appelle la connaissance commune. Et donc je reviens à un objet. Les anthropologues ont étudié la connaissance commune sans la nommer en tant que telle, parce qu'il n'y avait que ça. Quand on était dans des tribus traditionnelles, des villages, des tribus, il n'y avait que la connaissance commune, il n'y avait pas de connaissance spécialisée. Et donc de voir un peu, avec un exemple, le costume, comment on passe des idéologies, des propositions idéologiques à la connaissance commune. Donc voilà un peu le schéma global de ma présentation. Et les exemples, je vais prendre quelques exemples pour ne pas alourdir mon exposé, quelques exemples, mais je commencerai par des exemples de l'Égypte, mais également par des exemples du Maroc, par un exemple, deux exemples du Maroc. L'une des questions qui se pose, parce que les idéologies, d'abord, c'est un phénomène moderne, mais pour l'Occident, et je pense, pour, disons, le monde musulman, la première manifestation de l'idéologie ou d'une forme idéologique, c'est fin 19e siècle, début du 20e. Et vous connaissez le nom, parce qu'il a une histoire un peu bizarre, c'est la salafiyya. C'est Jamal ad-Din al-Afghani et Mohamed Abdou. C'est la première manifestation idéologique de l'islam. Et la question que je pose, que posent d'autres anthropologues, comme Ernest Gellner, comme Clifford Geertz, mais également des sociologues comme Karl Mannheim, pour d'autres idéologies, c'est la genèse des idéologies. Comment expliquer le passage de formes religieuses traditionnelles, musulmanes, islamiques, à cette nouvelle forme moderne qu'est l'idéologie. Comment on peut expliquer ce passage-là, ce processus-là? Alors j'ai quelques propositions à vous proposer, enfin quelques propositions à discuter avec vous, à échanger avec vous. La première, et là c'est Geertz et c'est Gellner, ils ont beaucoup insisté sur là, c'est un peu l'ébranlement des sociétés traditionnelles et des structures traditionnelles. Karl Mannheim également, pour l'Occident, pour l'Europe, insiste également sur ça. Donc, les idéologies fleurissent à un moment où la société traditionnelle se désintègre structurellement et intellectuellement. Donc, c'est un moment de changement rapide, profond, sur le plan structurel, qui fait qu'il y ait une idéologie. Deuxième élément qui est très important, beaucoup plus important que cela, c'est la genèse de sociétés conflictuelles. Et j'insiste sur la genèse de sociétés conflictuelles et de sociétés plurielles. La société traditionnelle, ici, en terre d'islam, la société traditionnelle était une société consensuelle. C'est-à-dire, il y a une tradition dominante, et si jamais il y a un problème, un conflit d'ordre intellectuel, d'ordre religieux, vous avez trois solutions. La première solution, quand il y a A et B, qui sont chiites, sunnites, ibadites, ceci ou cela, donc vous avez trois solutions dans la société traditionnelle. Soit le vaincu devient un groupe mineur, et il reste. Soit il est exilé, mais donc les sunnites sont ici, les chiites sont là, les ibadites sont là-bas, etc. Donc chacun dans son petit coin. Soit ils sont exterminés. La coexistence entre deux groupes ou trois groupes qui proposent des interprétations différentes de la religion était impossible dans la société traditionnelle. C'est le fait, et c'est le passage, grâce à cause ou suite à plusieurs conditions que je ne peux pas développer ici, mais que vous pouvez imaginer, l'impérialisme, la colonisation, etc., etc. Donc, grâce à ces chamboulements du fin du XIXe siècle, on aurait en Alexandrie, au Caire, à Fès, à Constantine, à Oran, des sociétés plus ou moins plurielles, des sociétés qui ne ressemblent pas aux sociétés traditionnelles, où il peut y avoir des courants qui, même s'ils sont conflictuels, ne peuvent pas s'exterminer. Chacun reste. L'Azhar est là et l'Afghani est de l'autre côté. Dans une société traditionnelle, l'Azhar va exterminer l'Afghani, parce que l'Azhar était contre l'Afghani. L'Azhar ne supportait pas Jamal ad-Din al-Afghani.
Dans une société traditionnelle, Afghani n'aurait pas une place. On l'aurait exilé, il a été exilé, mais par les Britanniques, pas par l'Azhar. On l'aurait exterminé, on l'aurait minorisé. Et donc le fait qu'il y ait une société urbaine, plurielle, sur le plan structurel, donne naissance à différentes idéologies. Ça, c'est un premier point. C'est donc c'est le passage d'une société consensuelle, fondée sur le consensus, à une société conflictuelle, plurielle, où les gens, où les groupes peuvent, sans crainte d'être exterminés, sans crainte d'être exilés, sans crainte d'être minorisés, de proposer leur vision de la religion. La deuxième condition, disons la deuxième condition qui a favorisé la jeunesse des idéologies, c'est le bouleversement dans les masses médias. Maintenant, on est passé à la communication électronique. Il faudra imaginer, fin 19e siècle, au Moyen-Orient, mais également au Maroc, que le texte imprimé avait également, comme le fait maintenant la communication électronique, avait également comprimé le couple temps-espace. C'est-à-dire, avec la presse, avec les magazines, avec le livre, avec les journaux, qui sont devenus des moyens de communication, qui vont être les premiers supports de l'idéologie salafiste. Le premier support de l'idéologie salafiste, c'était les articles dans les journaux, Waqa'i', Al-Ahram et d'autres au Moyen-Orient, et c'était le livre et les magazines Al-Manar, qui vont être lus un peu partout dans le monde par l'élite qui n'est pas forcément l'élite religieuse traditionnelle. Ce chamboulement également, le fait que les mêmes idées peuvent être lues, bien sûr, maintenant on les lit de façon instantanée, mais à l'époque, il faudrait attendre que le bateau arrive à Tanger, etc. Donc il faudra 15 jours, 20 jours. La revue sort, mais au moins dans les 2 mois qui suivent, les 40 jours qui suivent, la revue est lue à Fès, ou à Salé, ou à Rabat, ou à Constantine, ou à Tunis. Donc là également, les idéologies fleurissent grâce à cette transformation des moyens de communication. Et si vous pouvez imaginer, je ne peux pas le faire aujourd'hui, on peut imaginer les différentes phases des changements des masses de communication et le changement dans les idéologies jusqu'à maintenant l'Internet. Je vais en dire un mot brièvement. Bref, le premier cadre un peu que je vous propose, enfin que j'essaie un peu d'esquisser pour vous, c'est quelles sont les conditions, quel est le contexte structurel, intellectuel qui a permis la genèse des idéologies. Ce n'est pas tout simplement l'intelligence d'Afghani, ce n'est pas simplement l'intelligence de Mohamed Abdou et d'autres, c'est également le fait que cette intelligence-là a trouvé un terreau qui l'aide, qui l'aide un peu à se développer. Dans l'histoire de la société musulmane, il y avait toujours des conflits d'ordre idéologique. Depuis la discorde jusqu'à maintenant. Il y a toujours des conflits idéologiques. Mais là, la différence entre disons, la société traditionnelle et la société moderne, c'est que la remise en cause n'est pas une remise en cause ponctuelle, n'est pas une remise en cause éphémère. La remise en cause de l'islam traditionnel par Mohamed Abdou, par Jamal Def, est une remise en cause structurelle. Ce n'est pas 2 ans, 3 ans de djihad ou 2 ans, 1 an et demi de rébellion pour accéder au pouvoir et puis on termine. Et puis on passe à autre chose et puis le vaincu est exterminé, celui qui est vainqueur va développer ses idées, etc. On n'est pas dans ce schéma-là. Ce schéma-là est devenu obsolète à partir du XXe siècle pour toutes les sociétés musulmanes. L'islam traditionnel, l'islam politique traditionnel fait partie de l'histoire et maintenant on est devant un islam idéologisé, devant un islam qui a d'autres exigences, qui a d'autres conditions. Alors, dans ce schéma-là, il y a 2 figures qui vont apparaître, 2 grandes figures qui vont apparaître.
la figure de l'intellectuel et la figure du public. Très important. C'est-à-dire l'intellectuel, même si Mohamed Abdou va dire moi je ne suis pas mutaqaf, je ne suis pas. Bon, ça c'est autre chose. L'intellectuel, c'est quelqu'un, pour moi, comme en Occident, quelqu'un qui ne se contente pas de lire les textes, qui ne se contente pas de rester chez lui, en train de commenter le monde, de l'interpréter. C'est quelqu'un qui est impliqué dans la vie de tous les jours et qui veut réformer la société et la changer par ses idées. Et pas uniquement, et uniquement par ses idées. Donc, Mohamed Abdou est un intellectuel au sens sociologique du terme, Afghani également, et les intellectuels souvent naissent à partir d'une remise radicale, de remise en question radicale de la tradition. Et dans le cas de Mohamed Abdou et de l'Afghani, qui sont un peu les fondements de l'idéologie salafia, dans leur cas, il y avait une critique rationnelle de l'héritage islamique, mais une critique radicale de l'héritage islamique sur le plan religieux. Et on peut les comparer parce que l'un des indicateurs de l'idéologisation de la religion, c'est le passage du savant traditionnel, le alim ou les ulama, le passage du savant traditionnel, le lettré traditionnel, spécialiste des textes religieux, à cette nouvelle figure comme l'Afghani et Mohamed Abdou. C'est quelque chose d'inédit dans l'histoire intellectuelle musulmane. Une figure comme Jamal Din al-Afghani et Mohamed Abdou. C'est-à-dire des gens pour qui la réforme et la religion fait partie de leur vie politique et quotidienne. Le alim traditionnel, qui est Al-Azhar, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de frictions entre les deux figures et les deux protagonistes. Il y avait beaucoup de tensions et l'une des choses ou l'une des critiques qu'adressait Mohamed Abdou dans ses écrits, mais également dans ses conférences, et Jamal Din al-Afghani, aux alim traditionnels, c'est on leur dit que vous êtes uniquement des conservateurs de l'islam. Conservateurs, pas au sens conservateur, au sens de gardien de l'islam. Hafid al-ilm, hafid. Vous êtes là tout simplement comme un musée qui garde une chose. Et vous n'êtes pas impliqué, vous n'avez aucune connaissance de ce qu'est l'impérialisme, de ce qu'est la technologie, de ce qu'est les moyens de transport, de ce qu'est la politique, de ce qu'est la constitution, de ce qu'est le parlement. Toutes ces choses-là qui apparaissent au fin du XIXe siècle, le alim traditionnel n'a aucune connaissance de cela. Il est toujours dans ces textes traditionnels, les madahib. Quand vous lui posez une question nouvelle, il essaie un peu de faire l'analogie avec une question déjà traditionnelle et il n'avance pas. Alors que Mohamed Abdou et d'autres ont essayé d'adapter l'islam au changement de l'époque. Les idéologies, c'est un moyen d'adaptation d'une connaissance traditionnelle, d'une tradition traditionnelle, etc. C'est un peu, pour faire un peu une analogie très rapide, c'est un peu l'idéologie amazigh, un peu les idéologies identitaires, un peu partout. Donc c'est le fait de voir qu'il y a un héritage qui est en train de se désintégrer, et puis les idéologues, les militants essaient un peu de le conserver, essaient un peu de le perpétuer. Donc la grande différence, c'est un peu la différence en Occident entre un Calvin et Luther. Calvin qui était dans l'organisation protestante et Luther qui était dans la connaissance, dans la théologie, dans la connaissance de Dieu, la connaissance intime de Dieu, etc. Donc c'est ces deux figures qu'on va retrouver également dans l'histoire musulmane. La deuxième figure importante dans l'histoire dans l'histoire un peu des idéologies islamiques, c'est la genèse de ce qu'on peut appeler le public, mais le public au sens moderne du terme. Le public, c'est-à-dire un ensemble de gens, de personnes qui sont détachés des structures traditionnelles, qui sont détachés des structures tribales, qui sont détachés des structures claniques, corporatistes, c'est-à-dire des individus, au sens nouveau, au sens moderne du terme.
comme je suis anthropologue et comme j'ai beaucoup fait de terrain et comme quand je fais de l'histoire, j'essaie un peu d'être sur le terrain et de mener des descriptions relativement microscopiques, d'avoir une idée sur la situation des gens, sur leur espace, sur leur costume, sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils fument, etc. Donc, des choses qui existent dans les documents et des fois un politologue, avec tous mes respects pour les politologues, parce que j'en étais un, j'ai rarement trouvé des anecdotes qui sont très importantes pour l'Afranie. Et l'une des informations que je trouve importante, c'est la description du premier public, du noyau du premier public qui va assister aux conférences de l'Afranie. Des poètes, des linguistes, des chimistes, etc. Reda, un disciple de Abdou, qui décrivait un peu ce public-là, disait, il utilisait le mot madaniyin, civil. Il y avait beaucoup de gens civils et peu de porteurs de turbans. Pour ceux qui connaissent un peu l'arabe. Donc, la description de ce public, ce n'est pas un public religieux. Les idéologies ne visent pas forcément les croyants au sens traditionnel du terme, ne visent pas les gens traditionnels. Ils visent des gens également qui ont besoin d'une nouvelle interprétation de l'islam parce que l'ancienne interprétation traditionnelle ne les convainc pas. Un ingénieur qui est sorti de 1850, 1860, parce qu'il y avait beaucoup d'écoles d'ingénieurs, ne peut pas être satisfait par l'interprétation traditionnelle de l'Azhar, parce qu'il était familier avec ce que Rida appelle la pensée libre, la pensée rationnelle. Et donc cette explication religieuse à la traditionnelle ne les satisfait pas. Il y avait comme une conjugaison que j'arrive pas à expliquer, que je ne peux pas expliquer, mais bon, l'histoire peut-être est faite comme ça, une conjugaison d'une offre de l'Afrani et de Mohamed Abdou, alors que même Mohamed Abdou était encore disciple, était encore jeune à l'Azhar, donc je peux l'exclure, même lui, il était demandeur d'une interprétation rationnelle de l'islam, d'une nouvelle interprétation de l'islam. Et ces gens-là, qu'on peut qualifier aujourd'hui de classe moyenne, pour aller très rapidement, qui ont un niveau intellectuel assez élevé, qui ont d'autres demandes plus rationnelles à travers leur trajectoire, cette demande-là a trouvé une offre, l'offre de l'interprétation salafi rationnelle de la religion. Les espaces n'étaient pas non plus des espaces religieux, et j'essaie à chaque fois de dire, il a donné une conférence, où il a donné une conférence. Il a écrit tel article, où est-ce qu'il l'a écrit. L'espace est devenu, il est très, très bizarre pour moi, quand j'ai découvert ça il y a 7 ou 8 ans, de voir que l'Afrani, parce que moi j'ai étudié l'Afrani, j'ai lu sur l'Afrani, etc., mais bon, de savoir, à partir des biographies assez pointilleuses, de savoir qu'il donnait ses conférences, ses cours dans des clubs, dans des cafés, à Zbakia, et pas à la mosquée. Que la majorité de ces conférences, et même la première qu'il a donnée à Istanbul, Dar al-Funun, c'était dans des espaces séculiers, pas des espaces religieux, pas dans des universités religieuses, pas à la mosquée. Et donc même le lieu de la transmission de cette idéologie religieuse n'était pas un lieu religieux, c'était des lieux séculiers, des cafés, des clubs, des maisons, des théâtres, etc., etc. Et ça dit quelque chose sur le contenu de l'idéologie religieuse. On passe d'une interprétation traditionnelle de l'islam à une nouvelle interprétation de l'islam qui essaie d'intégrer l'Occident, parce qu'à l'époque, la salafia n'avait pas de problème avec l'Occident. Il avait Mohamed Abdou et beaucoup plus Jamal Din Afrani avaient des problèmes politiques. La critique de l'Afrani à la Grande-Bretagne, à l'impérialisme britannique, c'était des critiques politiques, ce n'était pas des critiques religieuses. Donc deux grandes figures, les intellectuels et un public. Et on peut suivre
un peu les processus des transformations de ces intellectuels depuis fin 19e siècle jusqu'aux intellectuels d'aujourd'hui. Mais très schématiquement, les premiers intellectuels comme Mohamed Abdou Afghani et même Rachid Rida étaient relativement élitistes. Élitistes dans le sens où leur message était assez hard sur le plan intellectuel, il ne peut pas être suivi, élu par n'importe qui. Même si on lit bien l'arabe, il faut vraiment des compétences pour lire l'Afghani, même aujourd'hui, même pour les jeunes d'aujourd'hui, mais pour les musulmans d'aujourd'hui. Et donc, ils ont été, malgré cela, prisonniers d'une conception traditionnelle distinguant la amma et la khassa, distinguant l'élite un peu intellectuelle, ceux qui ont accès au texte, ceux qui ont accès à la religion, en termes savants, et puis le reste. Et il y a des passages de Mohamed Abdou sur la révolte de Arabi qui impliquait les masses, pour la première fois, qui impliquait les masses, qui disait, écoute, il utilisait toujours les mots traditionnels en arabe, ra'a, la populace, etc., des choses comme ça. Donc, et pour lui, il ne faut rien partager avec ces gens-là. Donc la seule chose qui manquait à l'époque pour Afghani et Mohamed Abdou, ils ont beaucoup insisté sur les magazines, l'Urwa al-Wutqa et autre chose. Ils n'ont pas créé une organisation comme le feront par la suite les frères musulmans. Les frères musulmans vont continuer et créer une nouvelle organisation. Et puis avec eux, on va assister à une autre transformation des intellectuels. Ce ne sont plus des gens comme Afghani et Mohamed Abdou qui ont fait des cursus traditionnels pour devenir alim, mais qui se sont convertis à autre chose. À partir des années 40 et des années 30, on va assister à un nouvel intellectuel, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas traditionnellement destinés à devenir alim, des instituteurs, par la suite des médecins, des ingénieurs, des avocats, etc., etc. Donc, au départ, c'était mi figue, mi raisin, si je peux me permettre ça, c'était des alims qui se convertissent. Par la suite, c'est des gens qui sont séculiers, qui avaient une formation séculière, dans des écoles séculières, qui vont se convertir aux idéologies religieuses. Et on peut suivre et le contenu et le format. Plus les intellectuels ne sont pas formés religieusement, plus on s'éloigne de la religion. Et on fait de la politique. La première manifestation, c'est la théologie est devenue marginale, qui est un grand pan du alam. La théologie est devenue marginale au profit de questions d'ordre politique. Ça, c'est un effet. Le deuxième effet, on va passer des grands traités, des articles assez soutenus de Afghani ou de Qutb, on va passer progressivement vers des supports de plus en plus simplifiés. Le dernier que vous connaissez, c'est le fatwa, la fatwa. Une page, 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes, et les choses sont résolues. Je ne suis pas en train de vous convaincre, je suis en train de vous dire ce qu'il faut faire, et puis on arrête là. Et donc, on suit les deux, et puis plus le public est élargi, plus le public devient virtuel, plus le discours se délite. Et cette position-là, la position de ces producteurs, de ces auteurs des idéologies, leur position, en tout cas, a influencé. Moi, je distingue au moins trois grandes phases. La phase des alims, qui se sont convertis aux idéologies, à la production idéologique, et la conversion des instituteurs qui se sont également, des instituteurs, des profils séculiers qui se sont convertis à l'idéologie religieuse, et puis les self-made men, ceux qui découvrent la religion comme ça, de façon très, très soft, très superficielle, etc., mais qui ont quand même quelque chose à dire sur la religion. Et plus on passe de
de Afrani, des types comme Afrani, etc., à quelqu'un comme Zawahiri, qui est également médecin, mais qui est idéologue. Plus on passe, l'idéologie se délite. L'idéologie se délite. Et ça devient une série de slogans, une série de préceptes, une série de commandements. Si on compare les articles de Mohamed Abdo et de Afrani, mais également quelques articles de Saïd Qutb, même si on peut ne pas être d'accord avec eux, si on les compare avec ce qui se produit maintenant, on a une idée des transformations idéologiques de la religion. Et ces transformations idéologiques de la religion, peut-être que le concept de bricolage m'a aidé à comprendre ces transformations. Alors, bricolage, vous le savez, c'est le fait d'être dans une situation limitée. Vos instruments ne sont pas des instruments adéquats, et puis vous vous débrouillez avec ce que vous avez. Vous n'avez pas une bonne tournevis, c'est l'exemple que je donne souvent, vous utilisez un couteau. Avec Job Sup, il m'a dit c'est un arbre, là, vous avez vu, là, il m'a dit c'est un arbre. Et moi, je suis toujours, parce que le langage, il est métaphysique, l'arbre n'est plus un arbre, mais bon, mais on ne peut pas le nommer autrement, donc c'est toujours l'arbre qui est là. Il faudra être dynamique pour dire lorsque l'arbre devient ceci ou cela, il faut lui donner un autre nom. Imaginez pour la religion, l'islam devient beaucoup de choses, mais on va toujours dire c'est l'islam. Alors, il y a deux types de bricoleurs. Il y a Jamal Din Afrani, Mohamed Abdo, qui sont des bricoleurs, mais des bricoleurs comme vous en connaissez un peu, des bricoleurs professionnels. C'est-à-dire, c'est le bricoleur qui a quand même des notions, qui a des livres, qui peut aller dans un magasin de bricolage et qui a une boîte à outils assez fournie. Et puis il y a le bricoleur, le simple bricoleur, celui qui, comme moi, comme peut-être comme vous, comme beaucoup d'entre vous, qui n'ont aucune boîte à outils dans leur maison, ou quelques éléments, mais qui essaient de se débrouiller quand même. Alors, nous sommes passés. Pourquoi bricolage? Bricolage parce que lorsque, par exemple, des islamistes veulent justifier la participation politique. D'accord? Moi, je veux justifier je veux participer politiquement. Je suis contre l'idée de Sayyid Qutb que tous les régimes sont impies, etc. Je veux que je participe politiquement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Pas comme moi, bricoleur, donc je reste chez moi et je cherche. Non, ils vont ailleurs dans l'histoire musulmane. Le moyen n'est pas là, contrairement au bricoleur qui a la définition du bricoleur, c'est d'avoir les éléments à portée de main. Le bricoleur professionnel n'a pas les éléments à portée de main, il va les chercher. Internet, il va téléphoner, il va aller dans les magasins spécialisés, etc. Il va aller chercher. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve le prophète Joseph, Youssef, il a assisté le pharaon. Si un prophète a assisté le pharaon, moi aussi, je peux non pas assister le pharaon d'aujourd'hui, mais au moins travailler avec lui. Et donc le bricolage, c'est un peu ça. Le bricolage, c'est les postulats sont là, ils n'ont rien à voir avec l'idéologie, on peut les expliquer autrement, par des intérêts politiques, par beaucoup de choses. Ils sont là, les postulats sont là. Je suis contre le régime, et puis bon, je vais chercher les versets, les hadiths, les éléments de l'histoire musulmane pour justifier cela. Pareto disait que l'idéologie, c'est une rationalisation a posteriori. Contrairement à la recherche, on commence par une hypothèse et puis on arrive, on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver. L'idéologue sait. Et puis, elle cherche à argumenter. Je suis contre le régime X, et puis je cherche à argumenter. Et à argumenter en bricolant, parce que je ne suis pas un alm. Je n'ai pas suivi un cursus, je ne connais pas les sources, donc je bricole. Et je saute sur la première idée, le premier élément, le premier verset, etc., etc., etc.
Donc le mot bricolage est important parce qu'il induit deux autres processus cruciaux pour l'idéologisation de la religion. C'est d'abord l'explicitation, c'est-à-dire que les idéologues explicitent leurs questions, explicitent leur position beaucoup plus qu'on ne le faisait et qu'on ne le fait même maintenant le alim traditionnel, le savant traditionnel, le traditionnel. Des questions comme « Qui sommes-nous » qui était l'une des questions du fin 19e siècle. Qui sommes-nous? Ben, c'est les musulmans qui se posent cette question. Un alim qui vit dans une société traditionnelle ou qui est imprégné par un savoir traditionnel ne se pose pas cette question. Il sait qu'il est musulman, il sait qu'il est égyptien, il sait qu'il est de tel village ou de telle famille, etc. Bon, c'est une question qui est même impensable dans une société traditionnelle. Mais pour quelqu'un qui sent le changement, qui sent la sécularisation, qui sent que les choses bougent, comme Afghani et Mohamed Abdou, la question de l'identité devient centrale. On est en train de changer. Le alim est aveugle sur ces changements. Mais eux, ils savent que les choses bougent, qu'il y a le téléphone, qu'il y a le train, qu'il y a le télégraphe, qu'il y a les moyens de transport, qu'il y a le magnétophone, le phonographe, etc. Et il faudra poser ce genre de questions. Comment faire? Et qu'est-ce qu'on est en train de devenir dans ce contexte-là? Alors l'explicitation est importante. L'autre question qui a un peu taraudé les idéologues de l'époque, c'est pourquoi l'Occident a progressé et pas nous, pas les musulmans. C'est une question idéologique, ce n'est pas une question religieuse, etc. Donc l'explicitation comme également, je vais prendre encore l'amazigh et le berbère qui est tranquille dans sa montagne ne se pose pas toutes ces questions idéologiques que se posent les idéologues de la mazérité. Et je pense également ici, et je pense également au Catalogne, je pense également en Occitanie, etc. Donc il y a des gens qui vivent leur culture de façon implicite, sans se poser la question, c'est la connaissance commune, c'est la vie quotidienne. Il y a d'autres intellectuels qui observent les dangers, à tort ou à raison, peu importe, ça c'est autre chose, qui observent un peu les dangers qui menacent leur culture, leur religion. Donc l'explicitation et puis la simplification, comme vous vous en doutez, la simplification progressive des idéologies religieuses. On n'est pas, même la théologie est très complexe. Les argumentations des juristes musulmans par rapport à une question comme est-ce qu'une laine qui provient d'un animal qui n'a pas été égorgé rituellement, est-ce que c'est halal ou c'est haram? Ce n'est pas, il ne va pas dire c'est halal ou c'est haram, et puis il s'arrête comme les fatwas le font. Il va écrire 50 pages, 60 pages, 70 pages, ça dépend, pour dire pourquoi c'est haram, et puis telle argumentation, contre-argumentation, telle argumentation, contre-argumentation, etc. Et donc il va te fournir pour un détail, pour quelque chose qu'on trouve, nous, un détail vraiment secondaire, pour lui, il va passer 50 pages, 60 pages. Donc on passe l'idéologisation, c'est un processus de simplification, pas du savoir religieux, mais une simplification de l'interprétation de la religion et pas uniquement de la religion. Parce que la troisième, j'ai dit simplification, j'ai dit explicitation, la troisième transformation, c'est que les idéologies religieuses, en islam, mais pas uniquement, les idéologies religieuses ne s'appuient pas uniquement sur la tradition musulmane et la tradition religieuse. Ils s'appuient sur des éléments externes. La connaissance qu'essayait d'avoir Mohamed Abdou et qu'essayait d'avoir Afghani sur la pensée occidentale, d'accord, sur la philosophie occidentale, même s'ils ne pouvaient pas y accéder parce qu'ils ne parlaient pas français, mais ils y accédaient à travers les livres traduits, c'est une autre facette du changement. Leur connaissance de ce qui se passe en Occident les a aidés à bricoler quelque chose qui est mixte, qui n'est pas de l'idéologie religieuse musulmane uniquement, mais qui est également fondé sur la philosophie occidentale. Il y a plusieurs auteurs que Afghani cite à travers les traductions. Et cette mixité des idéologies
Maintenant, on va la trouver, surtout lorsque, comme au Maroc, le parti islamiste qui est au pouvoir, la mixité devient quelque chose, je vais dire, tout simplement pour vous donner une idée, 90% de jargon, de vocabulaire technique, politique, et de temps à autre, un slogan, un symbole islamiste. Donc tout le vocabulaire, y compris la Nahda en Tunisie, y compris les frères musulmans, une fois au pouvoir, le jargon change, et l'idéologie religieuse n'est plus soutenue uniquement par référence à la religion, mais par référence à des choses qui sont externes, y compris les droits humains, par exemple, la philosophie des droits humains, ceci existe dans les droits humains, ceci existe, etc. etc. Donc ces trois transformations, simplification et explicitation, et puis appui sur des éléments externes. J'ai combien? Ah, très bien. Bon. Alors, très bien. Très rapidement, voilà, on est toujours gourmand, on se dit 30 minutes et puis bon, on est transporté, c'est bien. Alors, très rapidement, sur la routinisation, toute idéologie, l'idéal d'une idéologie, c'est d'infiltrer la connaissance commune. Qu'il soit marxiste, qu'il soit libéral, qu'il soit de gauche, c'est qu'elle soit partagée par le maximum de gens. C'est le public, c'est l'organisation, etc. Alors, il y a deux choses. Si je prends l'exemple du hijab, mais très rapidement, la première apparition du hijab, c'était de l'idéologie religieuse et toute l'argumentation était une argumentation religieuse et uniquement religieuse. Anti-occidentale, pas de mixité. On retrouve l'explicitation dont je viens de parler. Les femmes traditionnelles portaient des foulards, portaient des ifs, portaient des choses qu'on appelait par des noms locaux. Mais si vous leur dites pourquoi vous portez ça, ils vont vous dire, bon, écoute, mais quelle est cette question-là, pourquoi je porte? Je le porte parce que ma mère l'a porté, parce que ma grand-mère l'a porté, et puis c'est tout. Le costume islamique va s'appuyer sur quelque chose d'explicite. Je porte le hijab parce que, et puis l'argumentation va être, en tout cas à l'époque des années 80, uniquement religieuse. Il y a un verset X, il y a un verset Y, etc. etc. Maintenant, avec la diffusion du hijab, il n'y a pas uniquement que les femmes instruites ou les femmes militantes qui le portent, il y a d'autres femmes qui le portent pour plusieurs raisons, et ces raisons-là deviennent moins idéologiques, ou pas idéologiques du tout. Et on retrouve ce que mon ami Mohamed Tozi appelle la femme muhajjaba coquette, qui cherche à séduire également, qui n'est pas vraiment dans la religion, qui... L'argumentation, à partir des entretiens et à partir d'enquêtes sociologiques sur la question, l'argumentation, c'est éviter le harcèlement. C'est des choses que vous connaissez. Éviter le harcèlement, je veux un peu que les gens me respectent, le hijab est un signe de respect, etc., etc. Et donc, on passe, dans la routinisation, on passe de quelque chose qui est défendu de façon explicite, qui était au départ idéologique, vers quelque chose qui va devenir, mais c'est très difficile, qui peut devenir quelque chose qui va de soi également. Même si le paysage est un paysage pluriel, ça ne peut pas aller de soi. Et donc, on assiste à une forme d'appropriation, si vous voulez, par d'autres gens, par d'autres personnes auxquelles le discours au départ n'était pas destiné. Et ce délitement des idéologies, on le trouve dans les manières de prière, on le trouve dans le rapport à la politique, etc. etc. Bref, la routinisation, c'est un peu le revers de la médaille de l'idéologisation. C'est deux processus qui peuvent être des processus simultanés. Je ne suis pas en train de dire la routinisation va succéder à l'idéologisation. Maintenant, on peut les observer de façon simultanée. Mais c'est un peu le revers de l'idéologisation, c'est le processus inverse, pour dire les choses schématiquement, de l'idéologisation. C'est-à-dire le fait que les choses se partagent par plusieurs personnes. Mais le problème n'est pas résolu pour autant. Parce que entre la connaissance commune, la connaissance de l'idéologue et la connaissance du ilm traditionnel,
il y a ce que je peux appeler une connaissance moyenne. Une connaissance des gens qui sont des employés de banque, des employés d'assurance, des instituteurs, qui ne sont pas dans la connaissance commune, mais qui ne sont pas non plus dans l'idéologie, qui sont entre les deux. Leur vocabulaire est mitigé. Leur vocabulaire n'est pas forcément un vocabulaire des gens, la hamma, donc les gens qui ne sont pas instruits, les gens qui n'ont pas accès à l'instruction, les gens qui ont accès à une instruction moyenne, mais ils n'ont plus le savoir de l'idéologue, bricoleur, etc. Et cette connaissance moyenne, on peut la trouver facilement chez cette couche-là, ce qui complique le rapport de l'idéologisation à l'islam, parce que nous avons au moins 4 catégories de connaissances, et on va à chaque fois trouver l'islam chez le alim traditionnel, on va trouver l'islam chez l'idéologue, on va trouver l'islam chez cette classe moyenne, avec une connaissance moyenne de l'islam, mais on va trouver la connaissance commune, qui est la connaissance accessible à tout le monde, qui ne nécessite pas un grand effort intellectuel, etc. C'est un peu, je m'excuse de le dire, c'est les gardiens de voiture qui parlent également de l'islam, c'est les bonnes qui portent des hijabs, etc. C'est l'ouvrière qui a passé 2 ans, 3 ans à l'école, qui également parle de l'islam de façon routinière, etc., etc. Voilà, je vous remercie pour votre patience et merci encore une fois. Merci beaucoup de votre intervention et de votre présence ici. Et now we have the coffee break. We've run out of time. I think we should go, and we have maybe time for 1-2 questions, or maybe you prefer to ask the questions directly while we have a coffee, because really we have to go to another building, and this has to be between a quarter to 11. So as you wish, maybe you want to make some questions here, or we go. Peut-être une question très générale qui peut peut-être servir un peu pour parler un peu de tout et répondre à tout le monde, donc pour faciliter ça peut-être. Simple, particulièrement ici c'est le cas du Maroc et de l'islamisme plutôt en Méditerranée, si je comprends. La question est donc le système politique en fait et comment dire, les populismes en général en politique. Comment, depuis le point de vue de l'islamisme qui est venu se décrire ici comme un devenir vers le populisme en crescendo, comment faire face dans nos sociétés modernes au devenir du populisme qui semble très souvent comment dire, unstoppable, imparable, je ne sais pas en français si c'est le mot. À votre avis, comment vous pourrez résumer, décider à répondre à ce problème qui est universel presque, ou en tout cas partagé pour tant de sociétés aujourd'hui en Méditerranée et dans la modernité? Si j'ai bien compris, c'est presque une consultation, non? Oui, c'est une préoccupation. C'est une très forte que j'ai. C'est très difficile de répondre à ce type de questions où il y a des propositions pratiques. Tout ce que je peux dire, c'est que il est très difficile, au Maroc, je parle du Maroc, de réduire l'islamisme au populisme. Il y a des acteurs populistes parmi les islamistes, d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire, le chef de gouvernement actuel, vous allez sur YouTube, si vous connaissez un peu la Darija, etc., vous allez voir qu'il n'y a que du populisme. Très peu de versets coraniques, etc. C'est la pauvreté, c'est la rigolade, c'est un peu la blague, etc., etc. Mais je ne peux pas dire que l'idéologie, j'ai un papier là-dessus, sur la campagne électorale uniquement de Benkiran, sur populisme et islamisme. D'accord ? Mais je ne peux pas dire que tout le parti développe une idéologie islamiste.
la Nahda, avec la petite connaissance que j'ai de la Nahda en Tunisie, on ne peut pas dire également ça. Ghannouchi n'est pas un populiste. Il n'utilise pas le vocabulaire de la rue, alors que Ben Keren utilise que le vocabulaire de la rue, le vocabulaire vraiment de la connaissance commune. Comme tous les démagogues, comme tous les populistes, pour flatter un peu les gens, pour dire « je suis très proche de vous ». Maintenant, je l'attends par la suite, parce que maintenant, il est devenu très loin du peuple, etc. Il y a le protocole, il y a les Mercedes. Il n'y a pas d'antidote. L'antidote est une antidote politique. Moi, je ne peux pas répondre à ce type de questions. Le processus, je peux le décrire. Je peux décrire comment des acteurs deviennent des tribuns et transforment l'idéologie en quelque chose de populiste, qui n'a rien à voir par la suite avec l'idéologie. C'est les pauvres. Comme vous connaissez, une critique de l'élite assez acerbe, l'élite ne sait rien, c'est nous le peuple que nous savons, etc. Mais ça se limite à ça. Ce n'est pas comme en Occident, il y a d'autres types de populisme maintenant qui sont en train de se développer. Très difficile de répondre à cette question. Il faudra me payer pour ça. Yeah, sure. Just no problem. But just if I can hear you, it's okay. Well, first, it's a great pleasure to hear you speak, and the discourse is very, very, very interesting. But just to pick on this issue of routinization as a process, which you discussed in relation to ideologizing, which is also interesting. How does an anthropologist make sense of routinization as a process itself? Unless through some sort of understanding or study of everyday life. And isn't routinization also hiding something very important, resistance, as an aspect? C'est que l'anthropologue ne peut pas se passer d'observer la vie quotidienne pour étudier la routinisation. Et deux, est-ce que derrière la routinisation, il y a un aspect de résistance? Is it correct? So now I can answer. Ok. Oui, c'est pourquoi j'ai dit au départ, l'idéologie, c'est un phénomène nouveau pour l'anthropologie. Un phénomène où il y a très peu de tradition. La tradition est assez pauvre, relativement, bien sûr, à d'autres disciplines. Mais pour la connaissance commune, Evans Pritchard commence son livre Les Azandés avec, si je me rappelle bien, les trois catégories. La magie, la religion et common sense, le bon sens. Pour moi, common sense, c'est pas la connaissance commune, mais c'est proche. Donc, la connaissance commune est beaucoup plus large qu'au common sense. Le common sense, c'est un aspect de la connaissance commune. J'ai commencé pour répondre très rapidement à votre question, on a commencé des entretiens et une observation avec une équipe au Maroc sur ces questions-là. Pas uniquement la connaissance commune et la religion, mais également la connaissance commune et la politique. C'est-à-dire comment les gens, dans les élections, quel est leur vocabulaire pour dire les choses, quelles sont leurs conceptions du hijab, quelles sont leurs conceptions des différentes formes de prière, etc., etc. Le grand problème qui se pose, c'est comment observer cela dans un milieu urbain. Et ça, les anthropologues ont trouvé plusieurs solutions à cela. Donc, tout à fait, oui, la routinisation, on ne peut pas l'observer sans... Maintenant, comment accéder à cette quotidienneté dans une ville comme Casablanca, c'est un problème à la fois technique et méthodologique. Ça, nous avons des problèmes et nous sommes en train de réfléchir de comment, parce que moi également, j'étais habitué à travailler sur 3 villages pendant 10 ans.
Et donc, quand on travaille sur Casablanca, donc il faudra voir ceux qui ont travaillé sur Chicago, ceux qui ont travaillé sur Paris, comment ils ont fait, etc. Donc on a vu comment ils ont fait. On essaie un peu de voir comment on peut observer la vie quotidienne dans un milieu comme les milieux de Casablanca. La deuxième question, moi, je suis allergique à ce mot résistance. Très allergique à ce mot résistance, parce que c'est un sésame. C'est vraiment un sésame. Chaque fois que un paysan ne veut pas le tracteur, il va vous dire, il ne veut pas adopter le tracteur, la résistance. Et puis, on arrête l'analyse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ce paysan-là ne veut pas vendre ses chevaux et puis il ne veut pas adopter le tracteur. Si je dis résistance, j'ai rien compris. Donc, la routinisation, et ça on le sait, dans la blague c'est de la résistance, porter une barbe ça peut être de la résistance, porter le hijab ça peut être de la résistance, etc. Donc, moi ce n'est pas cet aspect-là qui m'intéresse, mais c'est les mécanismes un peu du rejet, du refus, de la critique de la chose qui est là. Quels sont les mécanismes et comment moi je peux expliquer pourquoi cette personne-là a fait ceci ou ne veut pas faire cela. Le mot résistance, c'est un peu rapide. Je sais que peut-être que vous pensez pas à ça, mais bon, moi je pense à ceux qui ont utilisé le mot résistance pour expliquer chaque fois qu'un peuple, chaque fois qu'une catégorie de personnes, chaque fois qu'un acteur s'attache un peu à quelque chose qui lui paraît traditionnel, on dit bon, c'est de la résistance. Et moi, ça me convainc pas beaucoup. With who? Yeah. Everyday structures that we experience in life do hold some form of resistance in them. So resistance can be the other way around. Yeah. A woman trying to look beautiful with hijab is a kind of resistance. Yeah. Yeah, c'est une question d'approche. Moi, je suis plutôt pour les processus d'explication des gens, de comprendre pourquoi ce paysan-là ne veut pas avoir 2 enfants, il veut toujours avoir 9 enfants. Et donc dire que c'est possible à la fin de dire, bon, il résiste pas. Il ne résiste pas. Le problème, c'est qu'il ne résiste pas. Le problème, c'est qu'il a besoin de 9 enfants. Il ne résiste pas au planning familial, il ne résiste pas à l'état moderne. Il a besoin de 9 enfants. Et sa situation, parce que sa famille est une structure rurale, il a besoin d'une fille qui garde les vaches, d'un enfant qui conduit le camion, de quelqu'un d'autre qui va ramener l'eau, etc. Donc, ce n'est pas qu'il résiste. C'est ça mon problème. Il ne résiste pas. C'est que sa situation ne lui permet pas d'accéder à cette quelque chose à laquelle l'anthropologue pense qu'il résiste. Il ne veut pas de ça. Ça ne l'arrange pas. Il vous dit, bon, voilà pourquoi je ne veux pas 2 enfants. Et ça ne veut pas dire que ceux qui ont 2 enfants ont une conception de la résistance ou de l'adoption. Donc c'est difficile. Moi je dis, bon, c'est une question d'approche. Ce qui m'intéresse le plus dans des processus de changement, dans des processus d'adoption de nouvelles idées ou de nouvelles techniques, j'ai travaillé sur les nomades, tout le travail, c'est l'adoption du camion, l'adoption de la médication, l'adoption de ceci. Certains adoptent, d'autres pas. Et si je dis certains résistent, certains ne résistent pas, je n'aurais pas compris grand-chose. J'essaie de voir quelle est la situation de la personne, quel est son vocabulaire, etc., etc. Mais je ne suis pas contre le concept en lui-même. C'est tout simplement le fait de bracket, de mettre en parenthèse l'explication et le processus. Mais le mot et le concept en lui-même, il est possible que ce paysan résiste. Mais je dois le démontrer. Il est possible, il est possible que des gens disent « moi je résiste à ceci ». Mais des fois, ils ne résistent pas, ils sont tout simplement conséquents avec leur situation. Ils sont conséquents avec leur situation. Donc ils adoptent des comportements qui les arrangent. Alors que nous, anthropologues, chaque fois que les gens n'adoptent pas une innovation, rapidement on dit résistance. Je parle des travaux que je connais, peut-être qu'on ne partage pas les mêmes travaux, c'est possible. Si les gens se présentent, parce que j'aime bien connaître les gens,
Si les gens se présentent avant, c'est bien qu'on connaisse un peu les noms des gens. On va naviguer pendant 2 jours ensemble. C'est bien qu'on se connaisse un peu. Every time someone wants to make a question, it would be a good idea to say who you are and where do you come from, the university. Si vous résistez ou pas. Okay, now I think we are going to make the pause and we will come back at 11, okay, for the panel Beyond Nature. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre patience. Ils n'ont pas mis les radiateurs.